Mesdames les présidentes et groupe des 77 et la Chine pour l'invitation. Mon intervention ne va pas porter sur des aspects moraux, philosophiques ou religieux de la crise, mais plutôt sur des aspects politiques, sur les menaces sur la paix, et en particulier en ce qui concerne les événements récents dans le monde. L'acte constitutif de l'UNESCO parle de deux concepts. Le maintien de la paix et de la sécurité en resserrant la collaboration entre nations, et aussi du respect universel des droits de l'homme. Concept que certains opposent depuis quelques décennies, dizaines d'années en Occident, en invoquant le droit d'ingérence humanitaire, unilatérale et militaire, ou la responsabilité de protéger. Leur principale cible est la notion d'égale souveraineté entre les États, sur laquelle est fondé le droit international contemporain. Les partisans de l'ingérence humanitaire, dont l'un des plus célèbres, étant être à la fois cinéaste, guerrier en chambre et philosophe, stigmatisent ce droit en accusant d'autoriser les dictateurs à tuer leur propre peuple comme bon leur semble. On ne peut pas répondre à un slogan par un slogan. La défense de la souveraineté nationale nécessite plus qu'une phrase. Une des principales justifications du principe d'égale souveraineté est qu'il fournit une certaine protection des pays faibles contre les pays forts. On ne peut pas contraindre les États-Unis à modifier leur politique énergétique ou leur politique monétaire, quelles qu'en soient les conséquences sur des pays tiers. Dans la notion d'égale souveraineté, le mot égal est aussi important que souveraineté. Un monde où la souveraineté est bafouée et nécessairement un monde où l'inégalité est à la mesure des rapports de force entre les États. Or, le but fondateur des Nations Unies est de préserver l'humanité du fléau de la guerre. Cela passe par un strict respect de la souveraineté nationale, de façon à éviter que les grandes puissances interviennent militairement dans les affaires intérieures des pays plus faibles, sous un prétexte ou un autre, comme l'avait fait l'Allemagne, en invoquant la défense des minorités opprimées en Tchécoslovaquie et en Pologne, ce qui devait plonger le monde dans la guerre. La décolonisation vint renforcer l'importance du concept d'égale souveraineté. La dernière chose que souhaitaient les pays qui s'étaient affranchis du joug colonial après la Deuxième Guerre mondiale était de subir à nouveau l'ingérence des anciens maîtres dans leurs affaires intérieures. Cette crainte explique le rejet universel du droit d'intervention humanitaire par les pays du Sud. Par exemple, réuni à Kuala Lumpur en février 2003, peu avant l'agression américaine contre l'Irak, le mouvement des non-alignés réitérait, là je les cite, l'opposition du mouvement des non-alignés au concept du droit d'ingérence qui n'a aucune base dans le droit international, la Charte des Nations Unies, et il réitérait la nécessité pour le mouvement, la volonté du mouvement de résoudre les problèmes internationaux ayant caractère humanitaire dans le strict respect de la Charte des Nations Unies. Le principal échec des Nations Unies n'est pas de ne pas avoir pu empêcher les dictateurs de tuer leur propre peuple, mais bien d'avoir pas pu préserver l'humanité du fléau de la guerre, en empêchant la violation répétée par des États puissants du droit international. Les États-Unis en Indochine et en Irak, l'Afrique du Sud en Angola et au Mozambique, Israël chez ses voisins et dans les territoires occupés, sans parler de tous les coups d'État organisés par l'étranger, des menaces, des embargos, des sanctions unilatérales, des élections achetées. Des millions de gens sont morts, victimes de ces violations répétées du droit international et de la souveraineté nationale. Nous ne devrions jamais oublier ces morts, mais les partisans de l'ingérence les oublient toujours. Les ingérences états-uniennes dans les affaires intérieures d'autres États prennent des formes multiples, mais elles sont constantes et ont souvent des conséquences désastreuses. Pensons simplement à l'espoir tué dans l'œuf pour les peuples qui auraient pu bénéficier des politiques sociales progressistes initiées par des dirigeants tels que Jacobo Arbenz au Guatemala, Goulart au Brésil, Allende au Chili, Lumumba au Congo, Mossadegh en Iran, les sandinistes au Nicaragua et bien d'autres, qui tous ont été victimes de coups d'État ou d'assassinats soutenus par les États-Unis. Mais les effets désastreux de la politique d'ingérence ne se limitent pas à cela. Chaque action agressive des États-Unis provoque une réaction. Le déploiement d'un bouclier antimissile produit plus de missiles par mois. Le bombardement de civils, délibérés ou dû à des dommages collatéraux, produit plus de résistance armée par mois. Les tentatives de renversement de subversion de gouvernements étrangers produisent plus de répression par mois. Encercler un pays par des bases militaires entraîne plus de dépenses militaires de la part de ce pays par mois.
Et la possession d'un armement nucléaire par Israël encourage les autres pays du Moyen-Orient à se doter de telles armes. Les partisans de l'ingérence n'expliquent jamais par quoi ils souhaitent remplacer le droit international. On peut ériger en légale souveraineté en principe, mais comment formuler un principe d'ingérence humanitaire? Lorsque l'OTAN exerçait son droit d'ingérence autoproclamé pour intervenir au Kosovo, les médias occidentaux ont applaudi. Et quand la Russie a exercé ce qu'elle considérait être son droit de protéger les populations de l'Ossétie du Sud, les mêmes médias occidentaux l'ont universellement condamné. On se trouve face à un dilemme. Soit tout pays qui en a les moyens se voit reconnaître le droit d'intervenir partout où un argument humanitaire peut être utilisé pour justifier cette intervention, et c'est la guerre de tous contre tous. Soit une telle action est réservée à certains États qui en ont les capacités et s'en arrogent le droit, et on arrive à une dictature de fait dans les affaires internationales. À cela, les partisans de l'ingérence répondent en général que de telles interventions ne doivent peut-être pas être le fait d'un seul État, mais de la communauté internationale. Malheureusement, il n'existe pas véritablement de communauté internationale. Ce concept sert aux États-Unis pour désigner toute coalition momentanée dont ils prennent la tête. L'appui unilatéral par l'OTAN des résolutions de l'ONU concernant la Libye a rendu impossible la construction d'une véritable communauté internationale qui pourrait en principe mettre en œuvre une responsabilité protégée, impartiale et valable pour tous, y compris par exemple pour les Palestiniens. Une alternative aux politiques d'ingérence devrait mobiliser l'opinion mondiale pour imposer un strict respect du droit international de la part des puissances occidentales, la mise en œuvre des résolutions de l'ONU concernant Israël, le démantèlement de l'empire des bases états-uniennes, la fin de l'OTAN et de tous les usages unilatéraux de la force, ainsi que des opérations de promotion de la démocratie, des révolutions colorées et de l'exploitation politique du point de vue minorité. Si on arrêtait la politique d'ingérence, un climat de confiance et de coopération internationale pourrait s'instaurer, climat indispensable à la gestion des problèmes globaux, écologiques entre autres. Et un désarmement progressif permettrait de libérer d'immenses ressources financières, mais aussi scientifiques pour le développement. Venons-en à l'UNESCO, puisque, comme le dit l'acte constitutif, les guerres naissent dans l'esprit des hommes, l'UNESCO devrait considérer comme une de ses tâches principales d'éducation populaire, l'éducation à la paix. Celle-ci requiert avant tout le développement d'un esprit critique face à la propagande de guerre. Timisoara, les couveuses du Koweït dans la première guerre du Golfe, les armes de destruction massive lors de la seconde, le massacre de Ratchak et les négociations de Rambouillet menant à la guerre du Kosovo, et quantité d'autres événements sont présentés par les médias occidentaux de façon unilatérale afin de conditionner la population à accepter la guerre comme inévitable contre le mal absolu ou le nouvel Hitler. Il est peut-être trop tôt pour se prononcer sur les événements récents et tragiques en Syrie, mais remarquons que pour la presse occidentale, il ne doit jamais être trop tôt. Tous ceux qui en Occident tentent d'apporter des nuances ou d'émettre des doutes sur la version officielle sont immédiatement taxés de négationnistes, de conspirationnistes ou d'antisémites. Un monde de paix a besoin de sources d'informations moins biaisées que celles fournies par les médias occidentaux, d'un nouvel ordre mondial de l'information à la création duquel l'UNESCO devrait travailler en s'appuyant sur le groupe de 77 de la Chine. L'idéologie de l'ingérence humanitaire fait partie de la longue histoire des prédations occidentales à le reste du monde. Lorsque les colonialistes sont arrivés sur les rives des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie, ils furent choqués par ce que nous appellerions aujourd'hui des violations des droits de l'homme ou qu'ils appelaient des mœurs barbares. Les sacrifices humains, le cannibalisme, les pieds bandés des femmes. De façon répétée, l'indignation face à ces pratiques, sincères ou feintes, a été utilisée pour justifier les crimes occidentaux, le commerce des esclaves, l'extermination des peuples indigènes et le vol systématique des terres et des ressources. Cette indignation vertueuse se perpétue jusqu'à ce jour. Elle est à la racine du droit d'intervention humanitaire et de la responsabilité de protéger, eux-mêmes accompagnés d'une grande complaisance envers des régimes oppressifs considérés comme amis, de la militarisation indéfinie et de l'exploitation massive du travail et des ressources du reste du monde. Après plusieurs siècles d'hypocrisie, il faudrait peut-être que les Occidentaux pensent à remplacer l'ingérence par la coopération. Ceux qui promeuvent le droit d'ingérence le présentent comme le début d'une ère nouvelle, alors qu'il s'agit en réalité de la fin d'une histoire ancienne. D'un point de vue interventionniste, cette doctrine opère un retrait par rapport aux droits invoqués par le colonialisme classique. De plus, des millions de gens, y compris aux États-Unis, rejettent la guerre comme moyen de résoudre les problèmes internationaux et fait à la position du mouvement des l'unanimité. Ils sont souvent dénoncés dans leurs propres médias comme étant anti-occidentaux. Mais ce sont eux qui ont souvent les aspirations de la majeure partie de l'humanité perpétuent ce qu'il y a de valable dans la tradition humaniste occidentale. Ils visent à créer un monde réellement démocratique, un monde où le soleil se sera couché sur l'empire américain, comme il s'est couché
sur les vieux empires européens. Je vous remercie.